Alors bonsoir et puis bienvenue sur cette nouvelle saison de webinaire. Vous m'avez manqué même, alors ça fait plaisir de reprendre. Et ce coup-ci, pour démarrer la saison en douceur, j'ai pensé à parler du test Rorschach. Cyril Malka, sans divan. Sans divan. Cyril Malka, sans divan. Et en fin de compte, ça m'est venu parce que sur Facebook, j'ai trouvé un article d'un couple de parents qui avait été appelé à toute urgence. Alors, c'est des parents américains, donc des États-Unis. Ils ont été appelés à l'école en toute urgence parce que l'enseignante voulait leur parler. Alors, le père, il a demandé à son fils s'il savait de quoi il s'agissait. Et le fils lui a dit, ben ouais, il avait fait un dessin et puis la maîtresse, elle n'avait pas été très contente. Mais à part ça, il savait pas vraiment, il savait rien le gamin. Et donc les parents sont arrivés donc à l'école et ils ont été reçus par l'enseignante, la directrice, il y avait le psychologue, enfin bref, il y avait toute une tripotée de personnes. Et donc, d'un air très sérieux, l'enseignante a tiré ce dessin donc d'un tiroir et leur a dit, ben voilà, voilà ce que votre fils a dessiné et ça nous inquiète beaucoup. Euh, Est-ce que vous avez une explication à ce dessin? Et le père dit, ben oui, en fin de compte, on était à Hawaï pour les vacances et puis on a fait de la plongée avec des tubas. Et voilà, quoi, c'est exactement ce que... bon, c'est vrai que c'est pas Léonard de Vinci, mais en fin de compte, quand on sait ce que c'est, ça le représente bien. Donc l'histoire, là, c'est bien terminé, mais elle aurait pu se terminer autrement parce que les dessins d'enfants sont toujours aujourd'hui utilisés par les enseignants, par les psychologues, par les soi-disant psychologues, par les psychiatres, enfin bref, par... Ouais, bah, je me demandais aussi, Linda, ce que vous étiez devenu... Mais bon, ça fait pas longtemps que j'ai commencé, vous avez lu mon article, donc vous savez où je suis arrivé. Euh, et donc, les dessins d'enfants et l'interprétation des dessins d'enfants est toujours utilisée par beaucoup de soi-disant professionnels pour juger de l'état psychologique d'un enfant, de ses rapports à la famille, de ses rapports à ceci, de ses rapports à cela. Au Danemark, on utilise le test de la maison. On demande à un enfant de dessiner une maison avec une cheminée, etc. Et donc, au Danemark, les gens ont beaucoup des drapeaux dans le jardin. Et si l'enfant dessine une maison et un drapeau, donc, une cheminée, et puis la fumée qui sort de la cheminée, si le drapeau va dans une direction et la cheminée, enfin la fumée dans l'autre, c'est que l'enfant a un problème. Parce que, ben oui, le vent souffle pas dans les deux directions, même s'il y a beaucoup de vent au Danemark. Enfin bref. En France, on utilise le test aussi de la maison et les questions du petit chemin, de la porte, enfin bref, il y a d'autres symboles où les psys y voient différentes choses. Et le problème étant que bien souvent, alors là dans cette histoire, dans cette affaire, l'enseignant a au moins convoqué les parents, mais il faut savoir que les dessins d'enfants sont très régulièrement jugés et on peut même placer des enfants ou enlever les enfants d'une famille pour quelques dessins qui ont été faits et qui ont eu une interprétation jugée dangereuse ou jugée dysfonctionnelle ou jugée venant d'une famille dysfonctionnelle ou quelque chose dans ce genre-là. Donc, on utilise beaucoup les dessins, toujours en psychiatrie et en psychologie, en tout cas dans certains domaines. Et dans tout ce qui est test donc, de ce genre, d'interprétation de dessin, le plus connu est donc le test Rorschach.
Et c'est surtout de celui-ci qu'il s'agit parce que c'est en fin de compte le plus populaire de tout ce genre de tests, entre autres aussi parce qu'on les voit sur des dessins rigolos, dans les films marrants, etc., etc. Ce qui est beaucoup moins marrant, c'est que ce sont des tests qui sont toujours utilisés aujourd'hui. Chaque année, on juge qu'il y a plus d'1 million de tests Rorschach qui sont réalisés dans le monde. Et bien entendu, là, la France est l'une des championnes de l'utilisation des tests, de ce test. Alors, on l'utilise dans différents contextes. On utilise le test Rorschach en psychologie clinique, toujours, pour diagnostiquer certaines pathologies. On l'utilise aussi beaucoup dans les procédures d'embauche ou de licenciement d'ailleurs. Et ce qui est encore plus grave, on va l'utiliser très souvent dans les contextes d'expertise judiciaire de différentes conditions. C'est-à-dire que pour statuer sur la libération conditionnelle d'un détenu, par exemple, eh ben, on va utiliser le test Rorschach. Pour couper court à certains problèmes de la garde d'un enfant, en cas de maltraitance, en cas de divorce, ce que vous voulez, et bien là aussi, on utilise régulièrement ce test Rorschach ou des tests plus ou moins correspondants avec des interprétations de dessin, hein. Donc c'est un test qui a toujours une importance extrêmement grande dans différents domaines de la vie actuelle et qui peut coûter de l'argent, qui peut coûter une situation, qui peut coûter des vies dans le cas de libération conditionnelle de prisonniers ou d'enfermement. Enfin bref, c'est quand même un test qui a toujours aujourd'hui un impact assez important en France. Alors, déjà, on va faire un petit peu d'historique sur le test Rorschach. Donc, le test Rorschach tire son nom de Hermann Rorschach, ou Hermann Rorschach, parce qu'il y a un H, qui est né à Zurich en 1884. Alors, c'est pas lui sur la photo. Sur la photo, c'est en fin de compte le poète Justinus Kerner, qui est allemand. Parce que le père de Rorschach est, en fin de compte, il est professeur d'art. Et donc, déjà tout petit, Rorschach est passionné par le dessin. Et à l'époque, il tombe donc sur un recueil de poèmes qui s'appelle un recueil de poèmes lexographiques. C'est basé sur la lexicographie. Et donc, Justinus Kerner est donc l'un des pionniers et l'un des grands utilisateurs de ce genre de choses. Et en fin de compte, ce qu'il faisait, lui, c'était qu'il faisait une tache d'encre sur le papier, il pliait le papier en deux, et puis il le déployait pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et donc, il écrivait des poèmes par rapport à ce que cette tâche l'inspirait. Et c'était donc le système de la lexicographie. Et Rorschach, enfin Hermann Rorschach, il adorait ça, il en était très friand, et puis il en faisait lui-même, ça l'intéressait. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à l'école, on le surnommait Klecks, parce qu'en allemand, ça veut dire tâche. Donc Hermann Rorschach, il a grandi, il est devenu plus grand, et puis il s'est décidé pour faire des études de médecine. Et donc, comme c'était la grande mode à l'époque, il s'est donc spécialisé en psychiatrie et, bien entendu, en psychanalyse. Comme il était suisse, il a donc été inspiré donc, en grande partie par Freud, parce qu'on ne pouvait pas échapper à Freud. Et toujours en France, on n'y échappe que très rarement aujourd'hui encore. Mais donc, il était très influencé par Freud et donc, bien entendu, Jung, puisque Jung lui-même était suisse et très influent à cette époque, surtout en Suisse. Et donc, Rorschach a même participé à la création de la Société suisse de psychanalyse, donc il était vraiment très actif. Et c'est en 1921, donc ça fait un peu plus de 100 ans, ça fait 102 ans très exactement, qu'il a présenté son test. Et au départ, ce test, il l'avait donc dénommé le psychodiagnostic. Et la méthode était donc tout simplement le postulat de son test, qui était donc juste présenté à cette époque, c'était que la façon dont on interprète ces tâches dépend de notre état psychologique. Et donc, ça veut dire que, par exemple, dans cette tâche, alors là, c'est un exemple que j'ai pris totalement au hasard, les individus qui seraient stables psychologiquement, ils verraient certaines choses,
Et un schizophrène verrait autre chose, un paranoïaque verrait autre chose, un criminel encore une troisième chose, etc. etc. Donc, c'était son postulat et c'était son départ. Mais le truc est que Rorschach n'a jamais donné d'interprétation à son test. Et le problème, c'est que l'année d'après, en 1922, donc à l'âge de 37 ans, Rorschach meurt subitement d'une péritonite. Et puis, en fin de compte, il n'y a pas vraiment de mode d'emploi sur son test, à part une chose, en fin de compte, assez amusante, qui n'est même pas respectée. Alors, pour faire le test, le psy qui vous fait passer le test a un nombre de planches bien déterminé, et ces planches doivent vous être présentées dans un ordre bien précis. Et la seule chose que le psy doit dire, c'est, il vous présente la tâche et il vous dit qu'est-ce que cela pourrait être. Rien d'autre. Et après, c'est à vous de parler, à vous de dire ce que ça vous inspire, ce que vous y voyez, etc. etc. Certaines de ces planches sont en noir et blanc, c'est celles que l'on s'imagine le plus souvent, mais il y a plusieurs tâches en couleur, comme celle-ci par exemple. Et donc, elles sont présentées dans un ordre bien précis. Et une fois, donc le psy va noter ce que vous dites. Et puis, après, ça va être au psy d'analyser les résultats. En gros, il y a deux approches différentes de ce test pour l'analyser, pour analyser les résultats. La première approche, ça va être l'approche qu'on appelle l'approche quantitative. Donc là, le professionnel, il va rassembler toutes les données qu'il a notées pendant le test, les formes différentes qui ont été identifiées pour telle et telle tâche, etc. Est-ce que la personne s'est concentrée sur une partie de l'image ou toute l'image? Combien d'interprétations différentes y a-t-il eu pour chaque tâche ou pour chaque partie de la même tâche? Parce que vous pouvez parfaitement ou interpréter la tâche dans son tout en disant je vois un papillon, ou alors vous pouvez dire là je vois ceci, là je vois cela, à cet endroit je vois autre chose, enfin bref. Et donc le psy prend toutes ces données, et donc il y a tout un système de calcul très complexe d'ailleurs, pour arriver à un diagnostic. Alors là, je vous ai mis une page de cette solution de calcul. Ça vient d'un fichier PDF que j'ai trouvé sur Internet. J'ai essayé de le lire pour essayer de voir si ça faisait sens, mais franchement, c'est extrêmement difficile à comprendre et je ne comprends pas du tout comment ils ont adapté l'interprétation des tâches à ces données. Enfin bref, ça fait un petit peu penser à ces systèmes de magie où on tourne des trucs, des clés d'interprétation. Ça a l'air super aléatoire, mais bref. C'est donc le truc qui vous est montré et qui vous est proposé. Alors ça, c'est l'approche quantitative. Après, vous avez l'approche qui est un petit peu différente, qui est l'approche qualitative. Avant d'y entrer, il est important de remarquer cette phrase qui vient en fin de compte du mode d'emploi des tâches qui a été proposé par Rorschach lui-même et qui est « Il est impossible de donner des instructions proprement dites pour le dépouillement des résultats, ni même de fournir une sorte de tableau de la marche à suivre. » Donc en gros, Rorschach a fait une proposition, il a fait des tâches qui pouvaient être inspirées, qui pouvaient peut-être donner quelque chose, mais en gros, il vous dit que, en fin de compte, on ne peut pas vraiment avoir d'instructions claires pour la façon dont on peut interpréter tout ça. Ce qui fait que, résultat des tâches, vous avez plein de psys qui ont trouvé plein de systèmes de calcul différents pour interpréter ces tâches. Donc, l'approche qualitative est celle qui est le plus utilisée aujourd'hui et c'est en fait l'approche psychanalytique de l'interprétation de ces tâches. Et cette approche, c'est donc l'approche la plus utilisée, qui est majoritaire en tout cas dans les pays francophones, et qui est celle que l'on connaît le mieux. Alors, le système, c'est un petit peu comme l'interprétation des rêves,
avec des analogies par rapport à les symboles que peuvent vous affirmer ces différentes tâches. À partir de certains symboles que vous allez donner, cela pourra donner donc un état d'esprit sur votre système de combination des symboles, votre système de compréhension du langage, et donc votre inconscient, et donc également votre santé mentale. Alors là, j'ai été obligé de trouver des sources un petit peu pour vous donner une idée un peu plus concrète. Et là, par exemple, vous avez la tâche qui est la planche numéro 6, comme on dit. Donc c'est une vraie tâche de Rorschach. Toutes les tâches de Rorschach que je vous montre sont des tâches de Rorschach. Et donc la planche numéro 6, d'après le psychanalyste Didier Anzieux, qui dit donc être dans c'est la règle générale utilisée, donc c'est un pseudo-consensus, parce qu'en fin de compte, personne ne peut vous obliger à suivre le consensus, mais disons qu'en règle générale, on va dire que la signification de cette tâche, alors moi je ne sais pas ce que vous voyez, je vous demanderai peut-être ça plus tard, mais donc le grand... Déjà ça c'est la signification admise de cette tâche, c'est que c'est la planche sexuelle par excellence. Donc si vous ne voyez rien de sexuel là-dedans, c'est que vous avez un problème. Donc déjà là, si vous ne voyez pas de sexualité, vous êtes mal barré. Le grand détail en haut là, en fin de compte, c'est un symbole phallique. Et le détail au centre en bas, c'est donc un symbole vaginal. Si vous pouvez interpréter ça comme ça, et même en utilisant des euphories, hein, donc c'est-à-dire que si vous utilisez quelque chose comme une fleur, parce que la fleur, ça peut aussi être un symbole vaginal d'après les systèmes freudiens, donc c'est bon, quoi. Si vous restez dans ces symboles sexuels, c'est bon, ça veut dire que vous avez une sexualité acceptée, que vous avez une sexualité intégrée à votre personnalité, etc. Mais par contre, si vous voyez un animal fendu par le milieu, c'est que vous avez des problèmes sexuels. Personnellement, j'ai fait le test, enfin juste histoire de dire, et moi ce que j'ai vu, c'est un chat écrasé sur la route, en fin de compte, et puis une bicyclette qui avait roulé au-dessus, qui faisait donc la trace de pneus. Vous voyez, moi, c'est ce que j'avais vu. Alors bon, je sais pas, ça doit vouloir dire que j'ai de très gros problèmes sexuels, peut-être. Un problème avec les chats aussi, j'aime pas les chats. Peut-être, je sais pas. Alors Laurence me dit, ouf pour moi, bah, vous avez vu des symboles sexuels, vous? Ouh, ah bah dites donc, fortiche là, Laurence. Euh, oui, il y a Linda qui dit, oh là là, Cyril, ah bah oui, moi je suis très très mal barré. Alors, je vais vous donner d'autres exemples, parce qu'il y en a. Donc, si par exemple, sur cette partie de la tâche, vous avez vu une tête de roi avec la couronne, là, vous voyez, la couronne, peut-être la moustache, je ne sais pas, ou alors deux profils de roi dos à dos, par exemple, et bien là, c'est que vous avez des problèmes avec les autorités, qui n'en a pas d'ailleurs. Si là, par exemple, oui, Laurence me dit, je suis mal parti, oui, très mal parti. Et là, par exemple, donc sur cette trace de bicyclette que j'avais vue, moi, donc le symbole vaginal, je suis désolé. Si là vous voyez un projectile, par exemple une balle, ou si vous voyez un navire qui fend l'eau, alors c'est que vous avez des tendances paranoïaques ou homosexuelles. Bon, on vient sur le cul, remarquez, hein. Et là, dans cette petite partie de la tâche, si vous percevez un nid dans ce détail, c'est que vous avez une régression infantile. Alors, ne me demandez pas comment ils ont fait exactement, enfin, comment ils peuvent interpréter ça comme ça et pourquoi est-ce que ça, par exemple, ce serait une régression infantile, parce que les explications sont relativement fouillées et embrouillées à base symbolique, etc. Donc, personnellement, je pourrais pas vous dire. Là, par exemple, je vous laisse quelques secondes pour regarder un petit peu cette tâche. Alors, c'est la planche numéro 2 du test. Voyez un petit peu ce que vous pouvez voir là-dedans, avant que je vous dise un petit peu plus de choses à faire. Vous voyez? Deux sorcières qui se frappent les mains. Ah, pas mal, Linda. Pas mal. Parce que, en fin de compte, si vous voyez dans cette tâche deux hommes danser, par exemple,
Donc là, je suppose que deux sorcières qui se frappent les mains, ça pourrait aussi le faire. Donc là, on est dans ce genre de truc. Eh ben, je peux vous annoncer que le test de Rorschach a été utilisé. Je vois plus rien après une déconnexion intempestive. Ah, c'est dommage. Euh, le test a été utilisé au procès de Nuremberg sur les nazis. Et sur cette planche numéro 2, c'est exactement ce que Hermann Göring a vu, c'est-à-dire deux hommes danser. Donc, sur le coup, ben, Linda et moi, ben, on est bons, quoi. L'interprétation de voir deux hommes danser dans cette tâche, c'était donc, alors là, je lis, c'est la preuve d'une hypomanie qui entraîne des changements vifs d'humeur chez Hermann Göring. Alors voilà, ceux qui ont vu ça, nous sommes des hypomaniaques avec des changements vifs d'humeur. Mais en gros, on pourra dire qu'à partir du moment où on change d'humeur, on est bon. Donc, ok. Donc, vous pouvez voir que là, on peut facilement contester cette fiabilité. Je vois aussi une raie dans l'espace blanc au centre. Ah, peut-être, ouais. Mais en gros, c'est des interprétations très aléatoires et c'est des interprétations qui sont un petit peu à tout venant. C'est ce qu'on appelle des interprétations Barnum en quelque sorte. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire à un client, dans le meilleur des cas, vous pouvez lui dire, bon ben voilà, vous avez mal intégré votre sexualité, vous pouvez vous montrer tendre par moment, mais parfois vous pouvez vous montrer très cassant. Donc on dit tout et son contraire. Donc voilà, vous avez un certain respect pour l'autorité, mais il ne faut pas trop y aller trop loin. Quand entre l'âge, vous êtes né en 1980, donc entre 1993 et 1997, vous avez eu pas mal de problèmes avec les autorités, vous avez eu une tendance à vous rebeller un petit peu, ça vous a marqué, ça a entaché votre sexualité, enfin bref, bon, bah, du fait où il avait entre 13 et 18 ans, sûrement qu'il a eu des problèmes. Donc, vous voyez, c'est un petit peu un truc où on peut émettre tout et n'importe quoi, et ça s'approche beaucoup de la divination en quelque sorte. J'ai vu des astrologues beaucoup plus précis que le test de Rorschach. Et il y a eu certains tests qui ont été faits sur le test Rorschach, et entre autres, il y a eu une étude qui a été faite par Hans Eysenck, qui est un psychologue relativement influent. Et un jour, à l'époque, il avait demandé à... Alors il est mort maintenant, hein, mais à l'époque, il avait demandé à un des psychologues de sa clinique à le soumettre au test Rorschach, parce qu'il ne le connaissait pas vraiment. Et donc, résultat du test, on lui a diagnostiqué une très grave schizophrénie et une homosexualité refoulée, qui sûrement était la raison de sa schizophrénie. Enfin bref. Le test, résultat 4 pages, le mec, il était totalement psychotique, quoi, en gros. Donc, pour en avoir le cœur net, Heising a décidé de réaliser une petite expérience. Et dans sa clinique, il a réuni des sujets qui avaient des problèmes psychiatriques et des sujets qui n'en avaient pas. Et il a demandé à son équipe de faire le test Rorschach et de trouver lesquels ont des problèmes psychiatriques et lesquels n'en ont pas. Et en fin de compte, le résultat, il était aussi bon que, enfin, il y avait plus de chances à faire pile ou face que le test Rorschach. Les résultats étaient tout à fait à côté de la plaque. C'était totalement aléatoire. Et donc, c'est là où il a décidé de ne plus utiliser ce test-là dans ses services. Et puis voilà. C'est un test qui produit énormément de faux positifs, puisque la façon d'interpréter une tâche, si elle n'est pas conforme à l'avis du psychanalyste auquel vous parlez, parce que on parle de consensus, mais il n'y en a pas toujours, et ben boum, du coup on va vous désigner une pathologie quelconque, donc c'est problématique. Et en plus, plus vous avez d'imagination, plus vous êtes bavard, plus vous voyez des trucs dans la tâche, et donc plus vous avez de chances d'être diagnostiqué totalement malade, quoi, en gros. Donc ça, c'est un des tests où moins on en dit, mieux ça vaut. C'est un problème. On a fait les tests avec l'approche quantitative également. La première méthode que je vous ai montrée avec les calculs, et même principe, on a eu des résultats tout aussi aléatoires, donc en gros, ça ne fonctionne pas.
En 2003, le psychiatre James Wood et plusieurs de ses collègues universitaires ont fait des études, ils ont étudié, ils ont épluché plus de 50 ans de recherche clinique sur ce test, tout simplement. Et la conclusion qu'ils ont consignée dans leur livre What's Wrong with the Rorschach, c'est tout simplement qu'il est tout aussi fiable qu'un exercice de divination. Enfin, pour conclure, et là où est le gros problème, c'est que le problème, c'est pas trop, en fin de compte, que c'est un test qui est totalement nul, qui veut rien dire, qui est amusant, hein. Enfin, je veux dire, vous pouvez voir là, Laurence, Linda et moi, on s'est amusés à regarder les tâches, à y voir pas mal de trucs, et puis bon, bah, c'est bon, on peut comparer, on peut rigoler, et puis voilà. Mais une fois passé ça, après, le prendre au sérieux, c'est quand même problématique. Alors, j'ai été faire pour préparer ce webinaire, je suis allé voir les offres d'emploi pour les psys en France. Donc ça, je l'ai fait le 30. Et grand a été mon plaisir lorsque j'ai vu qu'en fin de compte, on demandait beaucoup de psy cognitifs, on demandait des psycliniciens, etc. Donc je me suis dit, c'est quand même bien parti. Jusqu'au moment où je suis arrivé à tout ce qui a à voir avec les institutions, que ce soit les CMPP, je ne sais pas trop quoi, que ce soit le pôle pénal, que ce soit le pôle pour protection des enfants, enfin bref, tout ce qui a à voir avec les institutions, et ben là par contre, on le demande toujours. Là vous voyez, ben, j'ai même mis un petit carré autour de la date, vous pouvez bien voir que je l'ai fait à 10h32 le 30 août 2023. Et là, vous avez donc pour un psychologue pour le pôle pénal, donc qui va être utilisé pour dans le domaine pénal, et ben maîtrise des tests projectifs appréciés, Rorschach, TAT, FAT, patte noire, dessin de famille. On est retombé sur les dessins d'enfants. Enfin bref, vous voyez le truc. Même plus de 100 ans après le fait qu'on ait prouvé que ça vaut rien, eh ben, il est toujours utilisé. Pendant l'affaire Outreau, d'ailleurs, il a été utilisé pour soutenir ce que les enfants disaient. Donc il est pratiqué, largement pratiqué, utilisé devant les tribunaux pour des affaires extrêmement graves. Il est remboursé par les compagnies d'assurance. Il est utilisé pendant les entretiens d'embauche, pour donc la guerre parentale. Là, vous en avez donc un autre, etc., etc. Donc, vous avez régulièrement, il est toujours demandé pour tout ce qui a à voir avec les emplois, les tribunaux et des choses extrêmement graves, ce qui est problématique. Enfin, le plus amusant, presque, tragicomique, j'allais presque dire, c'est que vous pouvez trouver sur le net ou dans des bouquins comment interpréter le test Rorschach pour répondre correctement. Et il n'y a absolument aucune raison de s'imaginer que quelqu'un qui est en prison ne sait pas lire et ne peut pas lire un bouquin sur comment interpréter le test Rorschach et savoir ce qu'il va dire au psy lorsqu'il va passer devant la commission. Enfin, je veux dire, c'est à la portée du premier venu. Il y a un nombre de livres pour comment passer les tests d'embauche, comment les réussir et comment ceci et comment cela. Et là, vous avez donc les solutions pour interpréter ce genre de test. Donc, en gros, c'est un test totalement inutile, qui ne vaut absolument rien, qui est au niveau de la divination, qui est très amusant. On peut s'amuser avec ça en famille, un soir, après avoir bu une bonne bouteille de vin, une bonne bouffe, et puis au lieu de jouer au Monopoly, on peut jouer au test Rorschach et s'amuser avec ça. Mais à part ça, ça n'a absolument aucune valeur, et malheureusement, c'est toujours très utilisé. Voilà. Oui, il y a Linda qui demande, je me demande si c'est utilisé régulièrement au Canada. Je sais que c'est toujours utilisé aux États-Unis, beaucoup moins qu'en France, beaucoup moins qu'en Europe en règle générale. Mais ça serait peut-être à voir, essayez de voir, pourquoi pas. Et puis mettez-le en commentaire quand je mettrai la vidéo sur YouTube, ça pourra être intéressant. Je vous propose aussi de voir, si vous habitez dans un autre pays ou si vous connaissez quelqu'un, de voir s'il est utilisé. Et puis allez visiter la vidéo sur YouTube et puis allez y mettre un commentaire, comme ça on en saura plus sur ce sujet. Alors voilà.
Ben, merci d'être venu. Ça m'a fait bien plaisir de repartir sur cette saison. Et puis, ben, écoutez, si vous avez envie que je fasse un webinaire sur un sujet bien précis, il ne faut pas hésiter à me contacter. Vous connaissez l'adresse email, c'est cyril@malka.fr. Et puis, ben, je verrai ce que je peux faire pour vous. Mais sans ça, je vous dis à d'ici une quinzaine de jours pour un webinaire suivant. À bientôt. Au revoir. Cyril Malka, sans divan. Cyril Malka, sans divan. Sans divan. Sans divan. Cyril Malka, sans divan.